Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 3 février 2024. Mon nom est Claude Laferrière, je suis avocat et enseignant en géopolitique. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, les valeurs néo-nazies ou les valeurs nazies ou ce qu'il en reste aujourd'hui. Sommes-nous dans l'empreinte digitale d'un héritage douteux? Voici. Lorsqu'on parle du nazisme, il faut bien en parler puisqu'à l'automne 2023, à la Chambre des communes s'est pointé un ancien officier nazi que toute la Chambre a applaudi à tout rompre. La scène a été largement diffusée sur toute la planète et j'en ai pris bonne note. Et il faut examiner un peu l'histoire du Canada, et en particulier la période des années 20 et des années 30, pour constater certains liens entre Mackenzie King, par exemple, et certaines, je vous dirais, son attitude par rapport à la montée du nazisme en Allemagne et sa position par rapport au communisme qui s'implantait dans les grandes centrales syndicales. Il faut dire que Mackenzie King était au service à l'époque d'une certaine oligarchie et durant la période où il n'a pas été premier ministre, puisqu'il a été premier ministre pendant presque 20 ans, mais pendant la courte période où il n'a pas été premier ministre, il a travaillé pour les Rockefeller aux États-Unis, qui étaient je vous dirais, des gens qui supportaient des oligarques, tout comme Ford d'ailleurs, qui supportaient la montée de Hitler et finalement le régime nazi en Allemagne qui était profondément anti-syndical. Voici. Donc, les valeurs nazies ou néo-nazies. Je vais considérer d'abord trois aspects. Comment aborder le problème des valeurs nazies qui existent encore aujourd'hui, qui sont très présentes, n'est-ce pas? Parce que les grandes sociétés allemandes comme Mercedes-Benz ou encore Krupp ou des grands groupes comme Bayer, Siemens, Bass existent toujours et elles existaient à l'époque du régime nazi. Donc, il y a des valeurs qui sont véhiculées. Quelles sont ces valeurs? D'abord, intéressons-nous d'abord à l'aspect de religion ou de mythologie associée au nazisme. Et là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'origine, je vous dirais, presque hindouiste du nazisme en lien avec ce qu'on va appeler la religion de l'arianisme. Et là-dessus, il y a pas mal de matériel sur YouTube que je vous invite à consulter et pas seulement vous fier à ce que je vous dis, là. Et tout ça était beaucoup associé aussi à une race nordique en lien avec les Vikings, par exemple, ou encore avec des chevaliers prussiens et qui vont dominer les légendes allemandes. À l'époque, bien sûr, d'avant l'Allemagne de 1870, à l'époque de la Confédération germanique. Parce que voyez-vous, l'Allemagne, c'est relativement récent. L'Allemagne a été créée en 1870 grâce à Bismarck. Auparavant, l'Allemagne, c'était une confédération comme je vous dirais, de petites monarchies ou des provinces à l'intérieur d'une grande confédération qui était composée de la Saxe, la Prusse, la Bavière, l'électorat du Hanovre, du Hesse, etc. Donc, une série de petits territoires où toutes les personnes qui y habitaient parlaient la langue allemande et partageaient jusqu'à un certain point une certaine culture. Mais sur le plan politique, c'était des monarchies, des duchés complètement indépendants, mais qui acceptaient de participer à une confédération, ce qu'on appelait la Confédération germanique d'avant 1870. Évidemment, la langue de l'époque, c'était l'allemand de Goethe, une langue allemande extrêmement lourde, extrêmement riche. Aujourd'hui, en Allemagne, on parle une langue qui a été en quelque sorte allégée. Hein, des mots qui ont 15 syllabes
par exemple, on n'en retrouve plus. Donc, on s'est débarrassé d'une certaine lourdeur. Mais à l'époque, c'était l'allemand de Goethe, un grand poète allemand. C'était aussi, à cette époque, cette religion, cette mythologie, s'est beaucoup incarnée dans la musique de Richard Wagner, dans sa trilogie, n'est-ce pas? Dans Tristan et Isolde, cette allégorie autour de la passion, de l'amour, hein? Ce qu'on va retrouver aussi chez Roméo et Juliette, dans l'œuvre de William Shakespeare. Donc, vous allez retrouver dans cette langue allemande et dans cette musique allemande, dans la langue et la culture allemande, cette idée d'une race nordique, d'une race pure, dominante, qui s'impose par la force. Et là, c'est le paradigme de la force. Le fort écrase le faible, élimine le faible. Donc, c'est vraiment la passion, la force. Et c'est ça qui va en quelque sorte servir de leitmotiv à la philosophie politique allemande. Et là, on va aborder le deuxième aspect qui est très important et qui va montrer que finalement, l'Allemagne en doit beaucoup à l'Angleterre de cette époque. Parce que, évidemment, bon, pour des raisons, je vous dirais, de communauté culturelle et de proximité, les Anglais et les Allemands ont beaucoup en commun, n'est-ce pas? Et c'est beaucoup lié, entre autres, aux théories de Charles Darwin, de Galton, Spencer, Alexis Carrel et d'autres auteurs pour qui l'hérédité, contrairement à l'aspect, je vous dirais, d'apprentissage culturel, l'hérédité va jouer un rôle fondamental. On va aussi emprunter, bien sûr, aux théories de Mendel sur l'hérédité, le fameux XY des chromosomes. Donc, il va y avoir, dans ce deuxième aspect que je veux couvrir avec vous, tout l'élément de biologie et de médecine qui va servir à fonder cette idée d'une race supérieure forte, dominante. Donc, je répète les auteurs, Charles Darwin, Galton, Spencer, Alexis Carrel aussi, Gobineau. Et là, il faut comprendre que l'héritage britannique et l'héritage allemand, à cet égard, se confondent. Et je rappelle, à titre d'information, que Georges Ier, roi d'Angleterre, était un Allemand, de même que Georges II et Georges III. Ils étaient de l'électorat du Hanovre et ils ont été des monarques anglais, mais à la cour d'Angleterre, on parlait allemand à cette époque-là, à l'époque de des trois Georges que je viens d'énumérer. Je vous ferai remarquer aussi que la reine Victoria, son conjoint, le prince Albert, eh bien, était un Allemand de la maison de Saxe-Cobourg-Gotha. Donc, les liens entre l'Allemagne et l'Angleterre vont être extrêmement profonds et sur le plan économique, ça va se traduire par une communauté d'intérêt industriel pour tout ce qui touche la métallurgie et, entre autres, tout le domaine des mines, la boulette de fer, si vous voulez, et la création de l'acier, l'invention de l'acier, qui va permettre de faire des canons, des blindés, par la suite des avions de chasse, des porte-avions, en fait, toute l'industrie de tout ce qu'on va appeler le complexe militaro-industriel va reposer essentiellement sur l'industrie de l'acier qui va naître à cette époque-là et en grande partie d'une union, d'une alliance de l'Angleterre et de l'Allemagne. Soit dit en passant, la maison de Windsor a été créée en 1917, à la fin de la Première Guerre mondiale, ou vers la fin de la Première Guerre mondiale. L'Angleterre a voulu prendre ses distances par rapport à l'Allemagne. Mais avant la Première Guerre mondiale, il faut comprendre que le Kaiser Wilhelm, en fait, était de la même famille que la reine Victoria. Hein? Bon, le lien familial était extrêmement fort entre toute la monarchie britannique et les monarques allemands. Bon,
Je ne veux pas entrer dans d'autres détails là-dessus. Le troisième point important, en plus de la religion, la mythologie, la biologie, la médecine, le troisième point, c'est la philosophie. La philosophie allemande, qui est enseignée dans nos cégeps, dans nos universités, et de façon très importante et significative, eh bien, cette philosophie allemande trouve une première racine chez un Français, hein, René Descartes. Cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Et par la suite, ça va se développer en Allemagne avec Kant, dans sa critique de la raison pratique, cette idée de la liberté individuelle. La liberté extrêmement importante, la liberté de l'individu. Mais par la suite, cette liberté va se traduire par la création d'un substrat à l'idée de Dieu, du gouvernement de Dieu, et qui va s'appeler l'État. On va créer l'État, et l'État va s'incarner dans un chef qui va être l'Aufklärung. Donc, on va passer de Kant à Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Vous pouvez trouver de nombreuses références à Hegel sur Google ou dans Wikipédia. Donc, c'est l'État, hein, le gouvernement, l'État. Hegel crée littéralement l'État. Il faut dire qu'il a été précédé par Henri VIII, qui a rompu avec l'Église catholique et qui a fusionné l'Église avec l'État, ce qui lui a permis d'ailleurs d'éliminer les monastères d'Angleterre et de faire en sorte que le roi d'Angleterre devient le chef de l'Église anglicane. Donc, c'est un monarque extrêmement puissant qu'est le roi d'Angleterre. Et en Allemagne, on va vouloir produire un modèle analogue, mais évidemment à la sauce germanique avec Hegel, qui va incarner dans la philosophie allemande cette idée de l'État et de l'Aufklärung, le chef de l'État. Donc, un Volk, c'est-à-dire un Reich, l'État, un Führer, le chef. Hein? Ce qui va avoir des résonances dans les années 30, ce qui va résonner dans les années 30. Donc, cette idée. Évidemment, pour instituer l'État et l'Aufklärung, le chef, il faut se débarrasser en Allemagne, comme on a fait en Angleterre, se débarrasser de l'Église, se débarrasser de l'idée de Dieu. Donc, avec Nietzsche, Friedrich Nietzsche, on va célébrer la mort de Dieu, la mort de l'Église, la mort de la religion judéo-chrétienne, qui va être identifiée comme une religion de faibles, une religion de personnes qu'il faut en quelque sorte éliminer parce qu'ils célèbrent la faiblesse. Or, le modèle allemand célèbre la force, c'est ce qu'on a vu dans la mythologie germanique, cette idée du surhomme, c'est ce que Nietzsche va créer dans son Zarathustra, ainsi parlait Zarathustra. Et dans sa généalogie de la morale, il va célébrer la mort de Dieu, c'est fini. L'homme est Dieu, point. Il est libre, je vais faire à Kant, et il fait ce qu'il veut de sa vie. Évidemment, tout ça, ça fait en sorte que toute la culture judéo-chrétienne qui nous vient du Moyen-Âge, les 10 commandements, avec tout ce que ça comporte, avec toutes les conséquences, tout ça, c'est balayé du revers de la main, puisque maintenant, c'est l'État, le gouvernement qui te dit quoi faire. Ce qu'on va appeler l'État de droit, ce qui me fait un peu rire, parce que, en fait de compte, ce sont le droit, c'est le droit du plus fort, hein, le droit du majoritaire, le droit dominant. Et d'où cette question fondamentale, quelle est la continuité de tout ça aujourd'hui? Eh bien, c'est ce qui est enseigné dans nos cégeps et nos universités. Et il y a un philosophe qui est de beaucoup d'intérêt pour nos professeurs de philosophie d'aujourd'hui, c'est Martin Heidegger. Évidemment, Martin Heidegger, c'est la continuation de Nietzsche, mais sous une autre forme. Et là, je rappelle que Martin Heidegger a été nommé recteur de l'Université de Berlin en 1933, la même année que Hitler est devenu chancelier d'Allemagne. Évidemment, tout ça n'est pas sans conséquence, parce que là, on va se retrouver avec une armée d'intellectuels au service du régime nazi.
Et là, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Adolf Hitler, qui était un cancre à l'école, a vraiment écrit Mein Kampf? J'ai de bonnes raisons de croire, et là-dessus, le registre des visites de la prison de Spandau où était incarcéré Hitler montre qu'il avait beaucoup de visiteurs. Et moi, je pense que des amis de Heidegger ou proches de Heidegger l'ont aidé à rédiger le Mein Kampf et que ce document, qui est en quelque sorte le positionnement du régime nazi, du nazisme, eh bien, a en fait été rédigé par des intellectuels qui ont voulu se faire discrets. Et Hitler les a récompensés en nommant Martin Heidegger recteur de l'Université de Berlin l'année où il est devenu chancelier. C'est assez incroyable. C'est un heureux hasard, n'est-ce pas? Ça fait rire. Mais Heidegger est enseigné hein, dans nos écoles, là, dans nos facultés. C'est une vedette, c'est une star. Donc, on revient à cette idée de l'État. Et en Allemagne, ça va se traduire par ce qu'on va appeler le Lebensraum, c'est-à-dire l'espace vital qui permet à la nation de vivre et comme on dit, de prendre de l'expansion. Hein? Bon. Je n'entrerai pas dans les aspects historiques à proprement parler de ce qui s'est passé dans les années, je vous dirais, le début des années 30 et aussi dans les années 20. Ce qui est clair, c'est que avec l'arrivée de Hitler au pouvoir, il n'y a pas question pour l'Allemagne de payer la dette que les Alliés lui ont imposée par le traité de Versailles. Il fallait trouver un moyen de ne pas payer cette dette, et le Mein Kampf a été un moyen, parce que pour les nazis, les banques qui, en quelque sorte, collectaient l'argent de la dette allemande étaient contrôlées par des juifs. Donc, à partir du moment où on identifie le juif comme étant un problème racial, un problème social, un problème politique, l'antisémitisme, eh bien, à ce moment-là, les Allemands se sont dit on ne paie pas la dette du traité que nous impose le traité de Versailles. On ne paie pas. Pire que ça, on va créer des camps de concentration qui vont nous permettre d'avoir une main-d'œuvre qui va effectuer des travaux forcés, non rémunérés, et on va pouvoir, de façon clandestine, réarmer l'Allemagne en y construisant des blindés et les fameux U-boats. Donc, il y a toute cette idée d'une reconstruction, d'un réarmement de l'Allemagne de façon clandestine grâce au Mein Kampf, qui est en quelque sorte l'ouvrage qui justifie d'éliminer toutes les couches de la société des individus qui ne sont pas productifs et qui n'entrent pas, si vous voulez, dans les paramètres de l'arien ou de la race forte. Voilà. Selon les nazis, bien entendu. Évidemment, quel est le lien avec aujourd'hui, les valeurs nazies ou néo-nazies? Bien, il faut comprendre que l'État devient extrêmement important. L'État sans l'Église, l'État sans la judéo-christianisme, l'État sans la foi, l'État peut tout se permettre, peut transformer un homme en femme, disaient certains juristes anglais dont j'ai perdu le nom. Donc, c'est l'État, et sur le plan de l'individu, c'est la liberté individuelle absolue. Absolue. Donc, cette liberté, entre autres, et cette puissance de l'État va permettre de déterminer quand débute la personne humaine. Est-ce que la personne humaine commence à la conception, à la naissance, c'est-à-dire après l'accouchement, après que la femme ait eu accouché, évidemment, ce qui soulève tout le débat de l'avortement. Avec l'avortement, c'est l'État qui dit
quand débute la personne humaine. C'est l'État qui a le droit de vie ou de mort. Non pas Dieu, mais l'État donne à l'individu le choix, parce que l'individu bénéficie d'une liberté absolue. Il n'a pas de compte à rendre à Dieu, il n'a pas de règles métaphysiques, de règles surnaturelles. L'État dit à l'individu, tu es libre, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Voilà. Et offre des services. L'avortement permet à la personne âgée qui veut mettre fin à des douleurs ou pour toute autre raison de mettre fin à sa vie. C'est le dossier de l'euthanasie. Donc, que ce soit l'avortement, que ce soit l'euthanasie, ou que ce soit la légalisation des drogues, la légalisation de la prostitution, l'État décide, le gouvernement. Et lorsqu'on parle de l'État, on parle de l'Aufklärung, on parle du chef. Le chef de l'État décide, lui, ce qui est permis aux individus. Et ces individus n'ont de compte à rendre à personne, sauf à l'État, bien entendu. Et cet État est contrôlé par un chef, qui peut être un tyran, qui peut être un dictateur. Donc, la personne humaine, l'individu, est instrumentalisé par l'État. L'État s'en sert pour percevoir des taxes en légalisant le jeu, en légalisant la drogue, l'alcool, la prostitution. L'idée, c'est de permettre à l'État de collecter des fonds pour assurer des services publics qui, en réalité, servent les oligarques autour du chef. N'est-ce pas? Le chef et sa gang mènent l'État. Et l'individu n'a plus aucun support philosophique, religieux ou métaphysique, puisqu'on lui a arraché sa dignité. On en a fait un instrument pour percevoir des taxes seulement et pour seulement percevoir des taxes. Et on s'en sert, bien entendu, à toutes les sauces. Il est devenu un objet au service de l'Aufklärung, au service du dictateur, au service du tyran qui, lui, est à la tête de l'État. Et l'État ne rend compte qu'à lui-même. C'est assez incroyable. C'est là qu'on en est rendu. Voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça peut vous éclairer sur les libertés que l'on a décidé de nous offrir, n'est-ce pas, que ce soit l'avortement, l'euthanasie, la légalisation des drogues, la légalisation de la prostitution, etc. Et c'est pas fini, il y a peut-être d'autres choses qui s'en viennent, parce que l'État et le chef décident pour nous. Et nous, nous devons suivre la vague. Voilà. Voilà. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et on se reparle. Je vous invite à partager, à vous inscrire à mon site, à aimer ou à ne pas aimer. Donc, à la prochaine. Bonne journée.